Bonjour à tous. Rien ne sera plus comme avant au Cameroun, ce pays confronté à une crise anglophone sans précédent. 9 mois de revendications sociopolitiques, 9 mois de violentes répressions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, 9 mois de défiance, de boycott, de villes mortes, au point que les activités économiques et surtout le secteur de l'éducation ont été paralysés, prise en tenaille dans le chaudron d'une crise où les multiples échecs du gouvernement ont poussé le chef de l'État à ordonner la libération des leaders des revendications et certaines personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone, une mesure de décrispation pour sauver l'année scolaire la plus incertaine dans l'histoire des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le coup de poker de Paul Biya est décrypté jusque dans les colonnes de la presse internationale entre l'énorme pression sociale, l'inquiétude d'une communauté internationale, cette tyrannie judiciaire et politique décriée dans la gestion de la crise anglophone a déchiré de nombreuses familles, mais également révélé au grand jour de nouveaux leaders politiques dans les régions anglophones engagés dans la construction d'un véritable état de droit au Cameroun, à l'image du Kenya, ce pays où la Cour suprême a pris une décision historique selon la presse africaine. Les irrégularités dénoncées durant le vote ont conduit à l'annulation des résultats de l'élection présidentielle au Kenya et la reprise du scrutin est annoncée dans quelques mois. Un tel scénario est-il possible au Cameroun en 2018, année électorale charnière dans ce pays? Ces axes majeurs constituent l'ossature de droit de réponse ce dimanche, avant de lever un coin de voile sur la crème des intelligences conviées sur ce plateau. Je vous propose de vous rafraîchir la mémoire avec la revue de presse dominicale. J'accueille sur ce plateau Flavien Valondongo. Bonjour Flavien. Bonjour Cédric, bonjour à tous les panélistes déjà présents. Quel est le regard que la presse a bien sûr posé sur l'actualité nationale et internationale? Voyez-vous, la presse n'est pas restée aussi simple, en tout cas cette semaine qui s'achève. Elle s'est intéressée à d'autres sujets, d'ailleurs la crise anglophone et bien d'autres cas qui ont été évoqués au cours de cette semaine. Là, sur la crise anglophone notamment, la nouvelle expression du lundi 28 août annonçait déjà que Paul Biya a renforcé la sécurité dans les régions anglophones, donc une sécurité renforcée qui n'a pas permis donc à ces populations de ne pas se poser des questions sur la présence de ces soldats. Selon le Social Democratic Front, le chef de l'État a donc fait tout cela pour mettre mal les populations au cours donc de ce rendez-vous qui est donc pris par ces populations donc du Nord-Ouest. Pourquoi renforcer cette sécurité? C'est la question. Le Social-démocrate du Front n'est pas resté muet sur cette question, donc également aussi dans la presse, alors que tout cela est annoncé pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans cette partie du pays à la veille de la rentrée scolaire 2017. Des mesures qui n'ont pas empêché bien sûr ces populations de se déplacer, de voir aller ailleurs, de voir ailleurs avec notamment ces enfants qui sont aujourd'hui inscrits dans des établissements scolaires anglophones, des zones des régions francophones. D'ailleurs, le journal également, le quotidien Info Matin de mardi 29 août, qui s'est également intéressé à la rentrée scolaire dans les régions anglophones, a rappelé à la suite du point de presse du ministre de la Communication que les fauteurs de troubles lors de la rentrée scolaire seront donc traqués. Alors, comme pour mettre donc en garde toute velléité pouvant perturber la reprise des cours dans les deux régions. De Issa Tourma Bakari, les parents ne doivent plus avoir peur d'envoyer leurs enfants à l'école, précise-t-il. Donc, le même message véhiculé donc par le ministre des enseignements secondaires qui est en mission dans les régions anglophones depuis le début de la semaine dernière. C'est la nouvelle expression du même mardi 29 qui nous le révèle. Le quotidien du Carrefour Bonakoma à Douala fait donc savoir que Jean-Ernest Ngalibibéer est arrivé dans une ville de Bamenda déserte pour rencontrer les acteurs du système éducatif afin de leur passer le message, celui d'envoyer les enfants à l'école, alors que le patron des enseignements secondaires s'est débrouillé donc à ramener la sérénité pour une rentrée scolaire réussie. Un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République dans la journée du mercredi annonce donc la cessation des poursuites judiciaires contre les leaders anglophones interpellés dans le cadre de la crise anglophone. Donc la nouvelle expression du 31 août met donc à sa une, c'est une victoire de la raison pour le tabloïd. Le président de la
la République a finalement décidé de faire libérer les leaders anglophones pour une bonne rentrée scolaire dans les régions anglophones. Dans les réactions contenues dans la nouvelle expression, le député Joshua aussi fait donc savoir que cette libération est donc le début de la décrispation réelle et l'apaisement total tant souhaité par les populations des régions concernées. Paul Biya a-t-il terrorisé la loi antiterroriste? C'est la question que s'est posée la nouvelle expression qui répond par l'affirmatif pour dire que c'est également aussi un autre aspect qui concernait notamment les personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Aujourd'hui, pourquoi s'ingérer dans ce processus? C'est la question. Le chef de l'État qui a donc réussi donc à prendre ces décisions pour permettre donc pour décrisper l'atmosphère qui règne donc en ce moment dans les zones anglophones. C'est à lire dans le journal, en tout cas qui a également expliqué au grand public de quoi il est véritablement question. Info Matin, qui parle également de cette libération, précise que ça ne suffit pas, il en faut plus que ça. Néanmoins, et selon bien sûr le journal, la communauté anglophone dit merci à Paul Biya, mais demande davantage en sollicitant des ministères précis lors des remaniements ministériels. Ça, c'est bien entendu le traitement que la presse réserve à ce dossier de la crise anglophone, notamment à la suite du communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui a annoncé la cessation des poursuites judiciaires contre les leaders anglophones. Vous allez également évoquer, Cédric, la question du processus électoral, des inscriptions sur les listes électorales. Aujourd'hui, on a constaté, selon bien sûr la presse, que tout cela est arrivé enfin, c'était le 31 août dernier. Et là, la presse locale ne s'est pas totalement intéressée, ou tout au moins largement intéressée à ce sujet, mais la presse locale a plutôt accordé une attention particulière à cette leçon qui vient du Kenya, avec notamment la reprise ou l'annulation de la victoire de Uhuru Kenyatta, qui a été donc déclaré vainqueur de cette élection présidentielle. Merci Flavien, je vous souhaite un bon dimanche. Également sur ce plateau, j'accueille Maître Lavoisier Sapi. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les spectateurs de Keno. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Vous défendez de nombreuses personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise anglophone, d'environ une centaine. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Également présent sur ce plateau, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric, je salue la présence de mon ami Maître Sapi Lavoisier. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et je suis très heureux de la bonne nouvelle, la libération des leaders anglophones. Nous en parlerons. Edmond Kamgia, bien sûr chef de la section politique internationale Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. D'autres invités sont attendus ici sur ce plateau au cours de cette émission. Maître Lavoisier Sapi, comment avez-vous accueilli cette nouvelle de l'arrêt des poursuites judiciaires pendantes devant le tribunal militaire à Yaoundé? J'ai été refroidi par le nombre de personnes qui étaient libérées. Déjà que le communiqué du président de la République nous donnait des sueurs froides. Et pour quelle raison? Parce qu'on citait nommément quelques personnes et on disait toute autre personne. Certaines autres personnes. Oui. Ça laissait présager qu'il devait y avoir un tri. Pourquoi un tri? Avant qu'on en arrive là, quelle est la valeur de l'acte, valeur juridique de l'acte posé par le chef de l'État et le mécanisme qui a été enclenché jusqu'à la libération, tout au moins, de certaines personnes? Il faut comprendre que lorsque le procès des personnes arrêtées, des anglophones arrêtés, s'ouvre en mars devant le tribunal militaire de Yaoundé, la première des choses que nous faisons, c'est de contester la compétence du tribunal militaire de Yaoundé. Pourquoi ce tribunal n'est pas compétent, selon vous? Le tribunal militaire de Yaoundé n'était pas compétent parce que ces gens étaient arrêtés pour certains à Kumbo, à Bamenda, à Tiko, à Boya, à Moutengene, etc., à Limbe. Donc personne n'a jamais été arrêté à Yaoundé. Il y a un tribunal militaire à Bamenda, il y a un tribunal militaire à Boya, avec tous ces organes, et qui est compétent, et qui siège, et qui juge. La loi sur le tribunal militaire, sur la justice militaire, ne donnait compétence au tribunal militaire de Yaoundé de juger des gens arrêtés hors de Yaoundé qu'au cas où ces gens sont arrêtés dans une zone où il y a l'état d'urgence ou l'état d'exception, conformément à l'article 9 de la Constitution. Or, il me souvient que depuis le déclenchement de cette crise, on n'a jamais déclaré ni l'état d'urgence ni l'état d'exception dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Rien ne justifiait
que des gens arrêtés dans ces zones où existe un tribunal militaire soient déportés à Yaoundé. Pour certains à 900, pour d'autres à 1000 km de leur lieu de résidence, coupés de leur famille, coupés de toute visite. On a suivi le ministre. Ça, c'est ce qu'on appelle déportation. Maître Lavoisier-Sapie, on a suivi le ministre de la Communication qui a révélé, selon lui, que le tribunal militaire de Yaoundé a compétence nationale pour justifier la présence de ces personnes interpellées dans le cadre de la crise qu'elles se retrouvent à Yaoundé. Ce que vous allez constater, c'est que les exceptions d'incompétence que nous avons soulevées ont été rejetées. Mais le gouvernement, très rapidement, a introduit en juin une loi pour modifier la justice militaire et rendre cette fois le tribunal militaire de Yaoundé compétent. Donc c'est parce que nous avons dénoncé cette déportation arbitraire et illégale que le gouvernement est allé rapidement modifier la loi sur la justice militaire. Justement, donc c'est une compétence a posteriori qui ne se justifie pas. La loi n'est pas rétroactive. Avant d'évoquer les autres péripéties relatives à ces procédures judiciaires, Edmond Kanga sur cette nouvelle qui intervient à 4 jours de la rentrée scolaire, la libération des leaders du consortium de la société civile anglophone et certaines personnes anonymes qui avaient été également arrêtées dans le cadre de cette crise. Comment vous l'avez traité à la nouvelle expression? D'abord, comme je le disais tantôt, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, la presse l'a accueilli dans son ensemble, quelles que soient les sensibilités éditoriales, avec beaucoup d'intérêt. Et puis, vous savez, la presse a fait écho, les médias écrits comme audiovisuels ont rendu compte de l'événement en appréciant à sa juste mesure la décision du chef de l'État, du président de la République, parce que c'est une décision, il faut le dire, elle était attendue très longtemps. Et vous n'êtes pas sans savoir que sur ce plateau, nous avons toujours soutenu la libération des leaders anglophones. Cependant, et même dans l'analyse qui a commencé à être faite dans la presse, on observe, comme le disait tout à l'heure Maître Sapie Lavoisier, que ce communiqué laisse un goût d'inachevé à travers d'une expression importante. Certains autres, c'est-à-dire, on a nommément cité quelques-uns, Paul Aya Abiné, Dr Neba Fontem et Maître Akbo Bala Félix. Et certains autres, cela présuppose, et les faits ont donné raison à cette expression, que les autres seront libérés vraisemblablement au cas par cas. On a vu, une bonne partie ont été libérés, une cinquantaine. Mais il en reste encore de très nombreux qui sont encore arrêtés, qui sont encore interpellés, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bamenda ou à Boya. Tous n'ont pas été libérés. Alors, donc, le traitement dans la presse, notamment dans les médias privés, c'est au niveau de ce goût d'inachevé qu'il est... L'ensemble des médias, notamment sur la presse privée, souhaite qu'on libère tout le monde. Mais dans les médias d'État, on rend simplement compte de l'information sans commenter le cas de ceux qui ne sont pas encore libérés. Justement, on a Maître Lavoisier-Sapie qui a suivi cette procédure où défendait de nombreuses personnes anonymes interpellées dans le cadre de cette crise anglophone qui n'ont pas bénéficié du même statut que les leaders du consortium de la société civile. Que s'est-il passé concrètement entre le jour où la présidence de la République ordonne l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de certaines personnes et la libération d'une cinquantaine? Que s'est-il concrètement passé? Ben, je crois que c'est le président de la République qui doit savoir ce qui motive son acte, puisque au mois de mai, nous avions demandé la liberté provisoire pour les leaders du consortium. Et cette liberté provisoire était soutenue par le commissaire du gouvernement qui justement les avait placés en détention. Il était estimé que les leaders du consortium, à savoir Maître Abombala, le docteur Neba Fontem et même le journaliste Mancho Bibixi, pouvaient influencer les événements depuis le mois de mai pour qu'on ait un apaisement dans ces deux régions-là. Malgré que le commissaire du gouvernement ait soutenu cette libération conditionnelle, parce que c'était en fait une liberté surveillée, placée sous la surveillance des procureurs généraux ou des commissaires du gouvernement de Boya et Bamenda, le tribunal l'a rejeté. Le tribunal a estimé que c'est des gens qui risquent des peines de mort et puis a rejeté cette demande-là. Alors que le président en vienne aujourd'hui à prendre cette décision, lui seul sait pourquoi. Mais je voudrais relever qu'il faut d'ailleurs savoir pourquoi ces gens sont en prison. Parce que Maître Abombala et Dr Fontaine sont en prison pour avoir refusé de signer le procès verbal de la réunion.
qu'on a organisé avec le Premier ministre, avec le chef de cabinet du Premier ministre, le ministre Gogomo. Gogomo. Ce sont les chefs d'accusation qui leur ont été formulés devant le tribunal. Ce n'est pas ces accusations qui sont formulées. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord revenir sur les chefs d'accusation formulés à la fois pour les leaders du consortium, mais également pour les autres personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette crise, pour mieux édifier les téléspectateurs à ce sujet? Oui, j'ai ici les rôles de certaines audiences du tribunal militaire de Yaoundé. Et vous allez voir que le docteur Fontem Neba et Maître Nkongo Abo sont dans une liste de 27 personnes. Donc, à ces deux leaders, on a enjoint 25 autres jeunes. Il est reproché à ces jeunes, surtout, d'avoir interrompu le meeting du RDPC le 8 mai 2016 à la place des fêtes de Bamenda. Ils n'ont pas permis à ce que ce meeting ait lieu. Ils ont lapidé les véhicules et détruit les véhicules administratifs. On les soupçonne également d'avoir brûlé les tenues de quelques militants du RDPC. On soupçonne à certains d'avoir incendié le commissariat du 3e arrondissement. Mais je voudrais relever que c'est des simples soupçons parce que lorsqu'on a ouvert les débats, les deux premiers témoins, le commissaire du 3e arrondissement de Bamenda qui a été entendu, et le commandant de la Légion de gendarmerie, le colonel Bégué, qui a été également entendu devant le tribunal militaire, aucun de ces deux témoins n'a vu ces 25 jeunes poser les faits. Il parlait d'une foule qui était fâchée, violente et qui voulait empêcher ces événements-là. Mais les leaders du consortium ne sont pas impliqués dans ces événements. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent devant la justice? La question a été posée aux témoins du gouvernement. Ils ne savent pas pourquoi ces deux leaders se retrouvent devant la justice. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont participé à une réunion qui a mal tourné et puis tout le monde s'est dispersé. Alors que des gens participent à une réunion, ne signent pas le procès verbal et se retrouvent en prison, vous comprenez bien que c'est une très curieuse affaire. Et leur libération, ça ne doit pas faire l'objet d'une joie en tant que telle. Et pourquoi, on ne doit pas se réjouir parce qu'ils sont en prison pour rien. Je le dis, ils n'ont posé aucun acte de sécession. On leur reproche l'hostilité à la nation, l'outrage au corps constitué, la rébellion, la dégradation des biens publics, le pillage en bande, les actes de terrorisme. Justement. Alors, est-ce que participer à une réunion, refuser de signer un procès verbal, devient un acte de terrorisme? C'est la question. C'est assez curieux. Et d'ailleurs, quand on va aller dans les développements, vous allez constater qu'il y a des jeunes arrêtés à Bamenda parce qu'ils portaient un tricot avec le drapeau, l'ancien drapeau du Cameroun qui avait 2 étoiles sur la bande verte. C'est leur crime. On les a trouvés en train de jouer au football dans une cour de l'école avec ces tricots-là. Ils sont 4. Et depuis novembre 2016, ils sont en prison. Rébellion, sécession, atteinte aux institutions de l'État, etc. pour avoir porté un tricot qui a l'ancien drapeau du Cameroun. Il dit l'ancien drapeau du Cameroun, vert ou jaune avec 2 étoiles. C'est bizarre. Donc, je voudrais préciser ici que les prisonniers anglophones, tous sans exception, sont des prisonniers politiques. Des prisonniers politiques. Sur quoi vous basez pour estimer qu'il s'agit des prisonniers politiques alors que le gouvernement déplore un certain nombre d'actes qui ont été commis à l'encontre de la sûreté de l'État du Cameroun, mais aussi à travers la destruction, vous l'avez dit, des bâtiments publics, des biens publics qui ont été détruits Lorsque vous cassez un véhicule, c'est la destruction des biens. Dans le code pénal, c'est dans le code pénal. Ce n'est pas un acte de terrorisme casser un véhicule. On en voit tous les jours. Lorsqu'on brûle un bâtiment, c'est destruction des biens publics. Les destructions des biens publics, c'est prévu dans le code pénal. C'est en rien un acte de terrorisme. Alors, je voulais dire que les ordonnances de 1962, c'est ce que nous passons le temps à expliquer aux Camerounais. Les ordonnances de 1962, en 1990, on prétend qu'on les a supprimées. Alors qu'en fait, ils ont été reversés dans le code pénal. Ils ont été par la suite reversés dans la loi sur le terrorisme. Ça veut dire que les ordonnances de 1962 continuent d'avoir leurs effets. Pour peu que vous soyez en désaccord avec le gouvernement sur sa manière de faire, vous risquez la prison. Et je vais préciser ça davantage. Avant que vous en arriviez à d'autres précisions, je voudrais faire réagir Edmond Kamgia sur le caractère politique
de ce bras de fer judiciaire observé entre le leader du consortium, d'autres personnes interpellées, et de l'autre côté, le gouvernement camerounais, comme le décrit Maître Lavoisier-Sapie. Est-ce que vous partagez cette analyse qu'il vient de faire? Oui, je partage une bonne partie de l'analyse qu'il a faite, notamment sur le cas des destructions de biens. En réalité, on n'aurait jamais dû, si c'est pour ces cas précis de destruction de biens, se retrouver devant un tribunal militaire. Les tribunaux classiques sont là pour gérer ce genre de problème, destruction de biens. Ça, c'est d'un. De deux, concernant la loi sur le terrorisme, je l'ai toujours dit, la loi qui réprime les actes terroristes, je l'ai toujours dit ici, qu'il y a eu une sorte d'amalgame. Cette loi est dangereuse, notamment la définition des actes terroristes, l'article 2. Elle est trop longue, trop floue, trop confuse, et si bien que les actes citoyens sont également réprimés par la loi sur le terrorisme. Je dis, et j'ai toujours interpellé les sénateurs et les parlementaires, qu'il faille revoir, révisiter cette loi pour la rendre plus citoyenne, pour que les Camerounais puissent ne pas faire, j'allais dire, le côté opposé de ce que l'esprit et la lettre recherchent. Parce que la loi sur les actes terroristes, sa finalité, c'est de combattre les actes terroristes. Or, le citoyen ordinaire, et même le citoyen qui entre en politique, qui pose des actes politiques, est en danger par cette loi-là. Donc, pour que les citoyens se sentent à l'aise avec la loi qui réprime les actes terroristes, il faudrait que les citoyens soient à l'aise à travers des dispositions qui encouragent sa participation citoyenne à la lutte contre Boko Haram, comme on le voit avec les comités de vigilance. Je vous assure, il y a des dispositions, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a suffisamment, suffisamment épilogué et débattu des dispositions de la loi sur le terrorisme. Je souhaite simplement que les parlementaires, les sénateurs essaient de revisiter cette loi-là pour que les actes citoyens et les actes politiques ne soient pas réprimés comme étant des actes terroristes. Maintenant, sur le fond, le bras de fer, l'expression me gêne, notamment avec la mesure qui vient d'être prise par le chef de l'État. Il faut l'apprécier à sa juste mesure. C'est vrai que ça arrive avec beaucoup de retard, mais c'est important, cette mesure. Même si ce n'est qu'un communiqué, il faut la prendre, il faut prendre cette mesure comme elle est et en tirer toutes les leçons, toutes les conséquences de manière positive. Justement, on y arrivera au cours de cette émission. J'accueille sur ce plateau Charles Fongan, journaliste. Vous travaillez énormément sur ces questions relatives à la situation des droits de l'homme au Cameroun. Est-ce que ce procès des leaders du consortium de la société civile anglophone et des autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise correspond, selon vous, à une situation de violation des droits de l'homme au Cameroun? Ah, mais j'ai envie de dire que c'est le constat qu'on peut faire. Que si on s'en tient au code de procédure pénale, que je ne maîtrise pas trop bien, Maître Lavoisier, ce plateau, on verrait que les dispositions qui régissent les arrestations n'ont pas été respectées. Et ces gens ont été ainsi poursuivis sur la base de deux codes. Tantôt sur le code de procédure pénale, tantôt ce sont des règles relatives à la loi sur le terrorisme. Donc ça, c'était très difficile. Donc dans l'ensemble, pour nous autres qui avons toujours dénoncé cette fameuse loi sur le terrorisme, pour nous avons envie de dire que les droits de l'homme ont été, violés d'un bout à l'autre, mais jusqu'à la libération de ceux qu'on considère aujourd'hui comme les leaders. Justement, sur ces péripéties concernant cette crise anglophone, j'accueille également sur ce plateau le vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka. Bonjour. Bonjour à tous les panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez suivi tout à l'heure Maître Lavoisier-Sapie évoquer le caractère politique de ce procès concernant les leaders du consortium de la société civile anglophone et des autres personnes interpellées dans le cadre de la même crise. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, je dois dire que c'est tous les Camerounais qui désormais le savent. On a essayé de diviser les Camerounais par rapport à cette histoire, mais je crois que la vérité, ça a été tout simplement que le triomphe de la vérité sur le mensonge est là. Vous avez vu, il y a encore quelques jours, des membres du pouvoir qui étaient en train de diaboliser, qui continuaient à diaboliser, et puis la mesure est arrivée. La mesure est arrivée, je crois qu'elle est arrivée à la suite de beaucoup de pression, d'abord du peuple, ensuite de la loi même, parce qu'en réalité, il fallait justifier pourquoi ces gens étaient en prison. Si on n'arrive pas à le faire avec les Camerounais, on a des devoirs quand même vis-à-vis de l'international. Donc, c'était trop criard de voir une crise s'enliser comme ça depuis plus de 9 mois. Et je crois que c'est sur votre plateau que je vous avais dit que la résistance passive est quelque chose de terrible. Parce qu'on ne peut plus envoyer l'armée charger les gens.
mais les gens restent chez eux pour manifester le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et quand la résistance passive met trop long, et il y a des tentatives de lutte armée. Donc il faut éviter tout cela. Il y a la justice qui est là. Quand quelque chose ne va pas, ces gens ne devaient jamais se retrouver au niveau des tribunaux militaires. Hein, et vous savez que les tribunaux militaires, je ne suis maître là, je ne suis pas avocat, mais il y a des choses. La preuve, par exemple, j'ai entendu parler de cela, que le tribunal militaire n'était pas obligé, n'est-ce pas, d'apporter certaines preuves. Donc, quand on amène des gens là-bas, cela veut dire qu'il y a une tentative, n'est-ce pas, de noyer le poisson, c'est-à-dire de ne pas dire la vérité. Parce que tout ce qui est militaire, tout ce qui est armé, n'est pas considéré aujourd'hui comme protection des populations. C'est un peu comme si on protège un pouvoir et que les populations sont en face. Nous, ça nous ramène à cette situation de colonisation où les colons blancs sont partis en laissant les colons noirs blanchis. Parce que même cette école qu'on appelle l'ENAM, ils forment qui? Ils forment des gens pour coloniser. Vous voyez comment ça se passe partout. Quand un sous-préfet est installé, quand un gouverneur est installé, on dit prenez le commandement et autres. Donc ça montre que, quelque part, n'est-ce pas, nous devons repenser nos pays. Et puis, c'est Lumumba qui le disait. Le jour où on écrira nous-mêmes notre histoire, je crois que là commencera la gloire de l'Afrique. Justement, dans la presse cette semaine, l'on parle de tyrannie judiciaire concernant la gestion de cette crise anglophone. Maître Lavoisier-Sapie, environ une 50aine de personnes ont quand même bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires, mais d'autres cas n'ont pas été solutionnés. Qu'en est-il concrètement? J'attends de voir parce que nous avons rendez-vous avec la justice militaire le 26 septembre et le 27 septembre. J'attends de voir parce que lorsque j'ai consulté cette liste, j'ai vu que sur un panel de 5 garçons, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui portaient des tricots avec l'ancien drapeau du Cameroun et qui sont en prison pour ça, pour avoir porté un tricot avec l'ancien drapeau du Cameroun, 3 ont été libérés, 2 restent en prison. Ils ont été arrêtés au même moment, à Bamenda. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'on libère 3, on laisse 2? Je ne comprends pas, seul le chef de l'État pourra nous l'expliquer à la prochaine audience. Est-ce que la justice justement ne vous a pas assez édifié sur les motifs, des critères précis du maintien de certaines personnes en prison et d'autres qui bénéficient de l'arrêt des poursuites judiciaires? Est-ce qu'il n'y a pas eu des critères qui ont été établis? Non. Lorsque le décret du chef de l'État est sorti, le ministre de la Défense a dressé une liste qu'il a transmise au commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement est allé en prison, sorti ce qu'il devait sortir. On les a amenés au tribunal parce que ce jour-là, on avait effectivement audience au tribunal militaire. À Bombala, Dr Fontaine, on devait continuer leur jugement le 22 août. Et ce jour-là, curieusement, on leur dit, bon, on arrête les poursuites contre vous. Les 25 autres, vous restez en prison. Vous allez constater que Mancho Bibixi, qui est dans le groupe de Abombala, n'a pas été libéré. On ne sait pas pourquoi. Son crime, c'est quoi? Il s'est tenu dans un cercueil et a dénoncé l'état de délabrement des rues de Bamenda. Il a demandé qu'est-ce que le commissaire du gouvernement fait. Il y a la vidéo. Qu'est-ce que le commissaire du gouvernement fait avec le délégué du gouvernement fait avec l'argent qu'il récolte? Regardez les rues de Bamenda. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Et il a dénoncé les faits à caractère social. Tout simplement. Il n'a pas demandé le fédéralisme ou quoi que ce soit, mais il se retrouve en prison juste parce qu'il s'est tenu dans un cercueil pour le dénoncer dans une rue. Si c'est une manifestation illégale, il y a la loi qui réprime les manifestations illégales, c'est maximum 6 mois de prison. Et ce n'est pas le tribunal militaire qui juge ça. Bon, lui n'a pas été libéré. Pourquoi? On ne comprend pas. Et vous allez voir, il y a un garçon qui a été arrêté parce que ce qui se passe c'est que le gouvernement a largement infiltré les régions du sud-ouest et du nord-ouest par des agents de renseignement qui marchent en civil, qui sont dans les taxis, qui sont dans les bars, qui suscitent des conversations et font arrêter des gens. Il y a le cas de M. Ngwangaline qui a été arrêté justement parce qu'il est entré dans un taxi. Il y avait un agent de renseignement assis à l'arrière qui a déclenché un commentaire sur le fédéralisme. Il a participé activement à ce commentaire. Et par la suite, il a été surpris de voir que ce monsieur se révèle être un officier de police, agent de renseignement, et qu'il le traîne directement à la brigade de Boya pour le faire arrêter. Maître Sapie, est-ce que vous estimez qu'il y a des arrestations arbitraires qui ont eu lieu dans cette Absolument, absolument, absolument.
Il y a des arrestations purement arbitraires. Celle de Ouangaling, c'est une arrestation arbitraire. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un parce qu'il a émis son opinion sur la forme de l'État. Le gouvernement a choisi sa forme de l'État. Prenez la Constitution, articles 55 à 62. Le gouvernement a choisi de créer des régions. La décentralisation, les régions. C'est une forme de fédéralisme à 10 États. Il y a la décentralisation. Le gouvernement est allé plus loin en 2006 en publiant les lois sur la décentralisation. Les domaines qui vont être décentralisés, même si jusqu'aujourd'hui on ne l'a pas fait. Donc, l'État a choisi sa voie, le fédéralisme à 10 États. S'il y en a qui disent qu'aujourd'hui c'est dépassé, pour qu'il y ait un plus grand développement de notre pays, il faut un fédéralisme à 4-5 États, comme Ayapol. Est-ce que ça mérite la prison? Est-ce que ça mérite le tribunal militaire? Vous évoquez justement un cas qui a cristallisé l'attention durant ces derniers mois au Cameroun. C'est le cas Ayapol Abiné, magistrat hors hiérarchie qui avait été arrêté alors qu'il était encore en fonction, en violation de ses droits, maintenu en prison pendant près de 8 mois. Et la presse a relevé justement ce tourbillon judiciaire dans lequel il se trouvait, Edmond Kamga, le cas Ayapol Abiné, qui aujourd'hui se voit reversé dans le cadre des personnes arrêtées sur les violences survenues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors qu'au départ, sa famille était complètement perdue, ne sachant pas les raisons pour lesquelles le père avait été interpellé. Comment comprendre cette gestion de la crise anglophone et l'arrestation des différents leaders? Je commencerai ma réaction par une image. Pour ceux qui ont lu ou qui n'ont pas encore lu, n'est-ce pas, le procès de Franz Kafka. Le procès, c'est un ouvrage que je le recommande à ceux qui ne l'ont pas encore lu, de Franz Kafka. Il y a un personnage qui s'appelle Joseph K. Et ce roman, politique, philosophique et autres, et juridique même, commence à peu près ainsi. On avait sûrement calomnié Joseph K. car un matin, sans savoir pourquoi, il fut arrêté. C'était la veille de son 31e anniversaire. Il avait sûrement été calomnié. Donc, l'expression calomnier, je pense que cela convient à la situation de Paul Aya Abiné. Voilà un monsieur qui, le 21 janvier, n'est-ce pas, de cette année, est arrêté par des personnes armées, vraisemblablement cagoulées, qui le font partir nuitamment. Et c'est un samedi, ce n'est même pas un jour ouvrable. Nuitamment, on l'amène, on le garde au cachot. Puis un jour, on le libère. Il ne sait pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été inculpé. Paul Aya Abiné n'a jamais été inculpé. Donc il a été calomnié. J'appelle ça la calomnie. C'est-à-dire on l'a arrêté, on l'a détenu de manière arbitraire. Un jour, on le relâche avec d'autres personnes qui ont été inculpées. Mais il doit rester comme ça. Mais je vous assure, c'est grave. Et je comprends pourquoi, n'est-ce pas, des proches à lui, des conseils, ont initié une procédure auprès du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Parce qu'il s'agit d'une détention effectivement arbitraire. Donc son cas est atypique. Il ne ressemble même pas à tous les autres cas qu'on cite ici depuis. Lui n'a jamais été inculpé. Donc, d'abord, je suis heureux qu'on ait arrêté les poursuites. Je suis même embarrassé d'appeler ça arrêt de poursuite. On arrête les poursuites pour un monsieur qui n'a jamais été inculpé. Pourquoi a-t-il été arrêté? Pourquoi a-t-il été libéré? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit qu'il est en sécurité chez lui? Un jour peut-être, ce soir ou demain, on pourrait encore l'enlever, parce qu'il s'agit d'un enlèvement, le ramener là où on l'a mis au cachot, et puis le ramener comme bon. Écoutez, ce cas fait mal, parce que c'est quand même, il a été, vous savez qu'il a été mis à la retraite. C'est entre-temps, au terme d'une procédure, n'est-ce pas, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Alors que plus âgés que lui sont restés en fonction. Alors que plus âgés que lui sont encore en fonction. Oui. Donc, son cas, pour avoir été, parce que ce titre, il faut le rappeler, avocat général à la Cour suprême, cela nous montre qu'en réalité, au Cameroun, la justice n'est pas indépendante du tout. Si on peut traiter ainsi un si haut magistrat de la République, combien de fois pour le simple citoyen que nous sommes? Justement, Charles Fongan, sur la question concernant le cas Ayapol Abiné qui a cristallisé l'attention de l'opinion internationale et même nationale durant de nombreux mois, lui qui est resté en détention sans avoir été inculpé. Comment analysez-vous cette situation? Moi, j'ai envie de dire que Paul Aya était un privilégié.
comparé à beaucoup de Camerounais qui subissent les affres de la justice. Beaucoup de Camerounais passent également par ces subterfuges qui sont utilisés généralement par ceux qui gouvernent. Quand on veut régler des comptes, on attend le bon moyen. Dans le cas de Paul Aya, il supputait qu'il était un leader du SNC depuis très longtemps. Mais malgré ces supputations, il avait été fait magistrat, avocat général à la Cour suprême. On en avait été surpris. On ne comprenait pas quelqu'un qui venait de déclarer président du SNC. Quelques temps après, il est nommé avocat général. Et voilà que plusieurs mois après, il est arrêté, comme ça, il est arrêté nuitamment, comme l'a expliqué Moncam Diaron. Nous sommes dans un pays où tout est possible, comme on a dit, où il y a de la calomnie, où il y a des règlements de compte, où quelquefois on se demande si celui-là qui a véritablement l'achat du gouvernail, est-ce qu'il contrôle vraiment ce bateau-là. Donc, j'ai envie de dire qu'il est privilégié parce qu'il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup qui sont arrêtés du jour au lendemain dans la crise anglophone. On a pu le voir qu'il y en a qui sont encore en prison. Il y a des journalistes qui ont été arrêtés pour rien. Et il y en a 5 qui ont été libérés, un autre reste encore en détention, un ancien de Kinos, Thomas Awa Junior, mais on ne sait pas très bien. C'est-à-dire il y en a qui ont été piégés et qui ont été arrêtés. Dans son cas, il est un véritable privilégié. Comme l'a si bien dit Edmond Kamgia, si on peut arrêter aussi facilement et incarcérer un avocat général, à plus forte raison, les Camerounais, dont on ne connaît même pas le nom. Donc il a été, notre souci c'est qu'on s'attarde plus sur ces libérations-là, que nous on essaie de voir qu'à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne puisse plus vivre de telles situations. Ce qu'on a appelé aujourd'hui crise anglophone, est-ce que c'est une crise qui concerne des populations de 2 régions du Cameroun? Est-ce que c'est pas un problème national? Donc il est temps qu'on passe à une vitesse supérieure, qu'on ne s'attarde plus davantage sur ces arrestations, ces libérations, mais qu'on pose véritablement le problème que la suite c'est quoi? Aujourd'hui ces gens ont été libérés, qu'est-ce qu'on fait? Et pas seulement pour nous tous les Camerounais, car nous sommes tous concernés par ce qu'ils appellent depuis quelque temps le problème anglophone. Alors, Cyril Sambaka, sur ce cas, Ayapol Abiné, est-ce qu'il est victime d'une chasse aux sorcières menée dans le cadre de cette crise anglophone, victime de ces prises de position politiques qui étaient pourtant connues avant qu'il ne soit porté à la tête en tant qu'avocat général près de la Cour suprême? Comment vous entrevoyez? C'est pour cette raison que vous conviendrez avec moi que le Cameroun, chaque jour davantage, devient une curiosité. On se pose énormément de questions parce que tout va à contre-courant dans tous les secteurs. Ce député, n'est-ce pas, qui a eu le mandat du peuple, qui est un haut magistrat, qui est à la Cour suprême, a été kidnappé, parce qu'on ne peut pas appeler ça arrêté. Il a été kidnappé parce que c'est contre la loi, contre tout, hein, et on n'a rien dit jusqu'à il y a quelques jours. J'ai entendu le témoignage de sa femme, il a même failli mourir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est avec Dieu, Dieu est avec lui. Donc, en réalité, cela nous montre à suffisance que notre justice a énormément de problèmes. Mais le véritable problème, c'est que faisons-nous de tous ces cas qui sont là, patents, qu'on voit, tous ces dysfonctionnements? Il faut bien que qu'on fasse quelque chose, parce que ça va crescendo et on va des enlèvements, des kidnappings d'État. Ça doit nous interpeller, parce qu'après tout, nous sommes tous des Camerounais et nous avons envie qu'on parle du Cameroun comme en positif. Mais quand le Cameroun passe son temps à accumuler que des forfaits de ce type-là, hein, il y a lieu de se poser la question sur notre citoyenneté. Il faut bien qu'un jour, quelque chose bouge, quelque chose change, parce que ça en est trop. Et alors, quand j'apprends, parce que c'est sur ce plateau que j'apprends, qu'il y a encore des gens qui sont détenus, moi ça me pose un sérieux problème, parce que quand nous avons entendu ce communiqué, nous avions souhaité que le chef de l'État s'adresse à la nation. Maintenant, chaque fois on nous dit ce sont les intermédiaires qui ont dévoyé l'idée du chef de l'État, etc. Mais il faut bien qu'à un certain moment, c'est lui qui a été élu par les Camerounais, il faut bien que le chef de l'État puisse dire, ces gens, si ceux qu'on a sortis, c'est d'après eux ceux qui n'ont rien fait, alors à ce moment, on les indemnise comment? Pour n'avoir rien fait. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait? On les juge? Pourquoi ça met si long? Donc, il y a énormément de questions qu'on se pose et on se rend compte que le Cameroun n'est plus le pays admiré
par tout le monde. Si vous faites le tour de l'Afrique, vous allez vous rendre compte que les autres Africains sont en train de dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour lancer l'Afrique? Parce que la pierre angulaire même de tout cela, c'est le Cameroun. Regardez comment les Camerounais ont été respectés à travers le monde. Regardez ce que les Camerounais ont fait à travers le monde. Mais pourquoi dans leur pays ils peuvent rien faire? Individuellement, ils sont très forts. Mais collectivement, ça ne marche pas. Il faut quand même qu'à un certain moment, qu'on ait un sursaut, n'est-ce pas, de patriotisme et qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses. Et c'est dans ce sillage-là que le président de la République a pris cette décision, selon certains journaux qui estiment que l'arrêt des poursuites judiciaires participe du souci d'apaisement et de cohésion sociale pour assurer une véritable reprise des cours. Lundi 4 septembre 2017, une année scolaire la plus incertaine dans l'histoire des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce que ce coup de poker du chef de l'État va réussir à décrisper les tensions? Maître Tsapi Lavoisier, vous qui vous occupez de ces jeunes et autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise, l'arrêt des poursuites judiciaires va décrisper la situation et permettre une reprise de l'école? J'en doute, parce que la curiosité que nous avons constatée, c'est que à l'heure où je vous parle, il y a des élèves qui sont encore détenus en Kondengui. Il y a des parents d'élèves qui sont encore détenus en Kondengui. Et vous voulez relancer la rentrée scolaire en libérant certains élèves, en détenant d'autres, en libérant certains parents d'élèves, en détenant d'autres. À quoi ça rime? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un apaisement alors que des élèves sont encore détenus, alors que des parents sont encore détenus? Les autres vont aller en classe. Ceux qui sont détenus vont fréquenter où? Les élèves dont les parents sont encore détenus en Kondengui, ils vont faire comment pour financer leur scolarité alors que l'État garde leurs parents? Donc moi je pense que c'est vraiment terrible ce qui nous arrive. Comme le disait le président Sambaka, vraiment nous sommes très déçus par la gestion que le gouvernement fait de cette affaire. Nous nous serions attendus à ce que de manière inconditionnelle, et le SDF l'a exigé à plusieurs reprises, de manière inconditionnelle, que tous les prisonniers politiques anglophones soient libérés. Et j'insiste, c'est des prisonniers politiques. Tous ceux qui sont détenus en Kondengui le sont, pour certains parce qu'on soupçonne leurs opinions politiques et rien d'autre. Donc qu'on libère certains, qu'on ne libère pas d'autres. Je regretterais si ça s'arrête là. Parce qu'en fait, cette crise est la crise de la malgouvernance dans notre pays. C'est la crise du déchirement de notre pays. Notre pays est pillé, il n'est pas géré. Regardez ce que l'on fait à la CNPS. Ça ne dit rien à personne, ce que les réseaux sociaux ont dénoncé. Ce qui se passe à la CNPS. Avant cela, on a connu ce que le directeur du budget avait fait avant. Donc le secteur de l'éducation est le théâtre de cette violente bataille entre à la fois les leaders des revendications anglophones et de notre côté le gouvernement. Durant près de 9 mois, le secteur de l'éducation pris en tenaille, qui a été paralysé. Est-ce qu'il faut continuer justement à empêcher les enfants d'aller à l'école au nom des revendications sociopolitiques? Non, il y a les mototaximans qui sont en prison. C'est tous les secteurs de l'activité qui sont concernés. Ce n'est pas seulement l'éducation. Il y a des commerçants anglophones qui sont en prison. Donc, il y a des élèves, il y a des parents d'élèves qui sont commerçants, il y en a qui sont mototaximans, etc. C'est tous les secteurs qui sont concernés. Ce n'est pas seulement le secteur de l'éducation. Donc, moi, je pense que le règlement de cette crise, si l'État veut bien qu'il y ait apaisement, c'est la libération inconditionnelle de tous ceux qu'on a arrêtés. Et je regrette de dire que les arrestations continuent. Vous voyez ce que le gouvernement fait. Pendant qu'on libère certains, on est en train d'interpeller des gens à Bamenda actuellement. Et ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas dire que vous mettez l'apaisement dans une affaire et vous continuez à brimer des gens comme si ce n'était plus des Camerounais. Ce n'est pas acceptable ça. Edmond Kanga, sur la rentrée scolaire, une équation à 1000 inconnus pour les pouvoirs publics. Le chef de l'État a voulu, dans le sens, répondre aux préoccupations des populations. Et la presse a titré cette semaine « Libération des leaders de la crise contre une rentrée scolaire ». Sera-t-elle effective dans ce contexte où l'on relève le caractère discriminatoire de l'arrêt des poursuites judiciaires? On ne peut pas affirmer de manière péremptoire que la rentrée scolaire se fera de manière normale, en tenant compte seulement de la mesure qui vient d'être prise par le chef de l'État. Une mesure importante, certes, mais insuffisante. D'abord parce que cette mesure n'est pas complète.
elle aurait été complète, qu'elle aurait permis la libération de toutes les personnes arrêtées dans le sud-ouest et le nord-ouest dans le cadre des événements qu'on appelle la crise anglophone. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Sambaka, je pense que la crise anglophone est devenue un problème national. Et il importe que le chef de l'État s'adresse à la nation. Même à la veille de la rentrée scolaire, il n'est pas tard. Il peut s'adresser à la nation à la veille de la rentrée scolaire sur la thématique de la crise anglophone, mais particulièrement sur la rentrée scolaire, avec le même ton d'apaisement. Il est important qu'il continue avec l'apaisement, parce que la mesure qu'il a prise, c'est une mesure d'apaisement. Il faut que l'apaisement soit complet. Donc, je prie le chef de l'État de permettre la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées, qui sont encore arrêtées, et qui méritent pour qu'une rentrée scolaire soit sereine. Effectivement, il y a des élèves et des parents d'élèves qui sont encore emprisonnés. Je vais poursuivre en disant que voici une opportunité qui s'ouvre grâce à la mesure présidentielle. L'ouverture du dialogue avec les leaders qui ont été arrêtés, mais également avec la possibilité d'élargir le dialogue aux partis politiques, Justement, aux forces vives de la société civile. Edmond Kamga, on y reviendra au cours de cette émission, mais il faut relever déjà qu'il y a un communiqué du collectif d'avocats chargés de la défense des leaders de la crise anglophone, communiqué co-signé par les bâtonniers Charles Tungan et Bernard Mouna, communiqué dans lequel les avocats estiment qu'ils appellent à une rentrée scolaire normale dans les régions anglophones. Néanmoins, ils déplorent le caractère discriminatoire de l'arrêt des poursuites judiciaires et craignent un effet dilué de la décision du chef de l'État. Également, ils appellent au retour apaisé de leurs confrères qui sont partis en exil, craignant des représailles. Au Cameroun, Cyril Sambaka, sur cet appel à la rentrée scolaire normale lancé par les leaders du consortium de la société civile anglophone, lundi est généralement journée de ville morte dans le nord-ouest et le sud-ouest, et c'est le jour de rentrée scolaire. On n'a pas suivi principalement ces leaders s'exprimer sur la fin des villes mortes, mais plutôt sur un appel à une rentrée scolaire normale. Dans ce contexte-là, vous y croyez? Alors là, ça veut tout simplement dire que le gouvernement a pris 8 mois, 9 mois pour incarcérer des gens. Et puis, un jour avant la rentrée scolaire, on a libéré certains et on demande que la rentrée scolaire ait lieu à date. Ça me pose un problème parce que les enfants ne sont même pas encore inscrits. Je crois qu'il faut donner le temps aux gens de s'organiser, n'est-ce pas? De bien analyser la situation. Parce que moi, je venais sur votre plateau, je n'avais pas l'information que c'est une partie des gens qui ont été libérés et qu'une grande partie. Alors là, tout de suite, je me pose la question de savoir, est-ce que la stratégie gouvernementale ne continue pas? Parce que, qu'est-ce qu'on peut entrevoir? Parce que la politique aussi, c'est l'anticipation. Vous comprenez? Il faut anticiper. Est-ce que dans la stratégie que je suis en train de soupçonner, on n'est pas en train de vouloir diviser le nord-ouest du sud-ouest, stratégiquement? On libère certains leaders qui appartiennent au sud-ouest. Bon, on maintient un brave leader du nord-ouest. On se pose des questions parce que il n'y a pas la franchise à la base de toutes ces choses. Maintenant, l'école doit reprendre parce que tous les Camerounais, y compris les parents d'ailleurs, ils ont déporté leurs enfants dans les écoles en zone francophone. C'est le souhait de tout le monde. Il ne faut donc pas qu'on hypothèque cette école-là comme quelque chose de fondamental. Le gouvernement a vu pendant 8 mois l'école ne pas se faire. N'est-ce pas? Ils ont craint que cela recommence. Ils ont pris des mesures d'apaisement. Ça veut dire que pendant 8 mois, ils ont serré la ceinture. Ils ont regardé les enfants ne pas aller à l'école. C'est ce que ça veut dire aussi. Maintenant qu'il y a cette mesure d'apaisement, vraiment, pour terminer là, je souhaiterais que l'école reprenne. Mais il ne faut pas que ce soit un dictat. Et je dois dire, je dois le souligner, les anglophones ne sont pas des idiots. Ils ont vu comment le gouvernement a souvent géré les crises au Cameroun. La première crise, c'était en 91, avec la tripartite, où tout le monde s'est réuni et on est tombé d'accord qu'il fallait changer la constitution, il fallait un État décentralisé, etc., etc. Et qu'il devait avoir donc une tripartite 2 pour faire les évaluations.
Cette tripartite 2 est attendue jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas fuir cela. C'est une décision que les Camerounais ont prise autour d'une table. Elle doit avoir lieu pour faire avancer les choses. Donc quand les gens disent qu'il faut se mettre autour d'une table, c'était prévu. La tripartite 1 a prévu la tripartite 2, où les gens devaient s'asseoir pour évaluer le chemin parcouru. Ça n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui. La décentralisation n'a pas été implémentée. Toutes ces choses, la responsabilité est gouvernementale. Ce n'est pas les populations qui, aujourd'hui, pensent qu'il faut être partie prenante dans le développement de leur pays. Partenaire, partie prenante. C'est pour cette raison que la gestion locale a été consacrée comme le boostage d'une nouvelle économie au niveau de nos pays, au niveau du Cameroun. Justement, concernant cette forme de l'État que vous évoquez subtilement dans vos propos, Charles Fongan, sur la rentrée scolaire, c'est la préoccupation à l'heure actuelle de tous les acteurs, société civile, politique, économique, mais aussi la communauté internationale, dans ce contexte où des nuages sombres planent encore sur ces deux régions anglophones, où une forte présence militaire est quelque peu critiquée par une classe politique, notamment de l'opposition. Comment vous entrevoyez cette rentrée le 4 septembre prochain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Moi, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance. J'ai la chance ou la malchance d'être originaire de cette partie du pays, hein, parce que les gens ne le savent pas. Moi, je suis originaire de Mbanga Pongo dans la Magnou, au département de la Magnou. J'ai beaucoup de frères qui ne sont pas à l'école. Il y en a qui m'ont sollicité cette année pour envoyer leurs enfants chez moi. Donc, pour moi, qui est cette accalmie là, c'est peut-être des mains en moins. C'est des mains en moins pour moi. Mais j'ai envie de croire que ce n'est pas cette décision-là qui peut véritablement résoudre le problème. Aujourd'hui, les parents dans cette partie du pays ont encore peur, parce que j'ai des frères qui m'appellent au midi. On ne sait pas s'il y aura trop peur, parce que j'ai des frères qui m'appellent au midi. On ne sait pas s'il y aura véritablement rentrée. Et quand vous voyez tous les communiqués qui ont été signés, par le passé, ce n'était pas les avocats qui appelaient les gens à rester à la maison. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'origine ou ceux qui peuvent être considérés comme des leaders avaient une façon de communiquer. Et aujourd'hui, on apprend que c'est des avocats, le collectif, des avocats qui a signé la défense de ces leaders. La défense qui a donc signé un communiqué demandant aux gens d'aller à l'école. Moi, j'ai envie que c'est la mauvaise foi. En matière de communication, est-ce que ces gens se reconnaissent en ces avocats-là qui ont donc signé? Donc, il y a donc cela. On attendait une véritable communication. Sur les villes mortes, il peut y avoir une accalmie, mais cela n'augure pas forcément des lendemains meilleurs, surtout pour l'école. Je vais également dire que on a soigné les symptômes, mais le mal est resté entier. Lequel? Le mal, il est là. C'est-à-dire qu'avant que les cours ne cessent, qu'est-ce qu'on revendiquait? Ce n'était pas l'arrestation des leaders, de quelques personnes. C'est-à-dire que l'arrestation est arrivée dans le sillage de revendications qui étaient faites. Ces populations des deux régions réclamaient un sous-système anglophone reconnu et accepté, dont les différences sont reconnues. Ces gens revendiquaient également le fait que la qualité des enseignants qui étaient envoyés quelquefois, ce n'étaient pas des personnes formées qui avaient pour première langue l'anglais. Donc il fallait revoir un peu la qualité des enseignants qui étaient envoyés, la qualité des enseignements. Mais donc, Charles Fonga, il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Je dis non. Dans ce sens. Ces mesures, ce n'est pas en 8 mois. C'est-à-dire que sur la qualité des enseignants et des enseignements, on n'a pas encore résolu ce problème. Donc, il y a des problèmes qui ont été posés au moment de la revendication. Mais aujourd'hui, on demande aux gens d'aller à l'école. On ne leur a pas dit que tout ce que vous avez posé comme revendication autrefois, à travers le syndicat des enseignants, tout cela n'a pas été résolu. Donc aujourd'hui, on donne l'impression aux Camerounais que le seul problème était quelques Camerounais qui étaient embastillés, qui étaient incarcérés. Non. Et parmi eux, quelques leaders. Non. Le problème, ce n'est pas les leaders. Quelquefois, j'ai envie de dire que les leaders, quelquefois, se positionnent en bénéficiaires d'une crise. Et ce n'est pas seulement, c'est vrai qu'ils en sont également victimes, qu'au final, passer 10 mois en détention, on ne peut pas forcément applaudir, on doit également le regretter. Mais au final, aujourd'hui, quand on parle sur les plateaux, on parle de Agwambala, on parle de Fontaine. On ne parle pas de ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui ont été copieusement tabassés, ceux qui ne sont pas là à l'école, les familles qui souffrent, les boutiques qui sont fermées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause de ces bénéficiaires, il y a ceux qui ne veulent pas que le problème s'arrange. Voyez-vous, quand le ministre de la Communication organise une conférence de presse, c'est 5 millions qu'on décaisse dans les caisses de l'État. Dans les 5 millions, je connais les journalistes qui vont souvent assister, ils dépensent en moyenne 1 million. Il y a au moins 4 millions. Je peux dire, ceux qui sont là en mission en Belgique profitent du système anglophone. Ceux qui ne voudraient pas que ces choses s'arrangent. Quand vous allez en mission, c'est beaucoup d'argent. On a vu ceux qui sont là en mission au sud-ouest, un peu partout. Donc, il y a des personnes qui profitent de la situation, qui ne voudraient pas que ça change. Donc, il faut poser le véritable problème. Le mal, il reste entier. Il y a des problèmes qui ont été posés par ceux
qui ont refusé d'aller à l'école essaieront de résoudre ces problèmes-là. Et parmi ces problèmes, justement, on est quitté des revendications corporatistes à des revendications plus politiques. Maître Sapi Lavoisier, mais qui n'occulte pas les revendications corporatistes sur cette forme de l'État. Est-ce que le débat, pour vous, va renaître dans quelques semaines concernant l'une des principales revendications à la fois des avocats et des enseignants qui étaient bien sûr chefs de file de ce mouvement de contestation dans les régions anglophones? Oui, je dois dire que ce débat date de 1997. Lorsque la conférence constitutionnelle, lorsque la commission devant rédiger la nouvelle constitution avait été mise sur pied, il vous souvient que les anglophones qui étaient dans cette commission avaient formulé le vœu qu'on débatte de la notion de fédéralisme, c'est-à-dire la décentralisation vraiment poussée et très accentuée, qui peut favoriser un meilleur développement de toutes les régions. Parce que le fédéralisme ne profite pas qu'au nord-ouest, au sud-ouest. Regardez l'est, regardez le nord, etc. Donc, lorsqu'ils avaient formulé cette revendication, vous savez quelle a été la réaction du professeur Joseph Ouna, qui les a traités de brutaux, de bestiaux, etc. Ils ont fait ce que les anglophones appellent Minority Report. Ils ont déposé et claqué la porte. Et par la suite, il vous souvient que les anglophones avaient convoqué la All Anglophone Conference à Buea. Tous les anglophones du Cameroun. John Goufonch a été en vie, Salomon Tandem a été en vie. Ils ont participé à cette conférence en 1994 et ont fait le bilan de leur participation avec le Cameroun anglophone. L'État avait autorisé et avait laissé faire. La télévision nationale a diffusé cette conférence-là. Et c'est de cette conférence qu'est née l'idée dans certains de partitionner le Cameroun. Mais je pense que c'est le refus de l'État d'ouvrir le dialogue. Il n'y a pas de sujet tabou dans notre pays. Vous comprenez? Même si des gens disent nous voulons la sécession. On sait qu'elle a dit que nous sommes un et indivisibles. Non, mais ça ne s'impose pas. D'aucuns avaient estimé qu'il avait clos le débat sur la forme de l'État. Non. Est-ce qu'on peut relancer lorsque le président de la République estime qu'il n'y a pas de débat à ce sujet? Le président de la République, c'est un citoyen. Il a une voix aux élections, comme tout autre citoyen. Il n'est pas un super citoyen. Vous savez, le monde est mouvant. Le monde bouge. On ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer. Auront-ils gain de cause? That is the question. Mais nous savons que 90% des anglophones sont camerounais. Ils veulent une république unie. Nous savons que le grand problème qu'il y a dans les zones anglophones, c'est la malgouvernance, c'est la marginalisation. Les anglophones sont considérés comme des citoyens de seconde zone dans ce pays depuis 1972. Et cela, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas brimer des gens comme on les brime là et les empêcher de parler. Et c'est cette malgouvernance qui pousse certains extrémistes à développer des idées sécessionnistes. Moi, je suis arrivé à Buea en 1970, avant la réunification. J'ai vu, Salomon Tandem était notre voisin. Il était premier ministre du Cameroun occidental à l'époque. Mais j'ai vu la manière de vivre des anglophones. C'est les francophones qui sont allés changer tout ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que les anglophones, l'homme anglophone, c'est un homme honnête. C'est un homme qui travaille dans la transparence. Est-ce que l'homme anglophone, c'est quelqu'un qui cherche à faire ce qui est bien pour lui-même et pour autrui. Mais lorsqu'il y a eu la réunification, lorsque les francophones massivement sont arrivés dans le sud-ouest et du nord-ouest, ça a tout changé. Est-ce que l'émergence donc de ces nouveaux leaders, c'est comme ça qu'ils sont considérés, nouveaux leaders dans le sillage socio-politique des régions anglophones, est-ce que cela va redessiner l'échiquier politique dans ces régions et avoir un impact sur une année électorale qui est en train d'arriver? Pour le moment, c'est des leaders de la société civile. Ils n'ont pas de parti politique. Vous savez comment se passent les élections dans notre pays. Pour qu'un leader de la société civile se présente à une élection, il faut forcément passer par un parti politique. Et pour le moment, vous savez la position de notre gouvernement. On refuse le dialogue parti politique, société civile. Pour le moment, ça n'a jamais eu lieu. En dehors de la tripartite dont a parlé le président Sambaka. On n'a jamais plus eu un rassemblement où il y a parti politique, société civile. Donc moi je pense que ces nouveaux leaders qui se sont dessinés et qui ont été fortement médiatisés, il leur reste de prendre leurs responsabilités et de devenir les vrais leaders des revendications véritablement des peuples. C'est-à-dire les revendications en faveur du développement, un développement total. Pas un développement discriminatoire, comme cela se voit aujourd'hui dans notre pays. Regardez la ville de Bafoussam, d'où je viens.
Si vous allez à Bafoussam aujourd'hui, vous aurez de la peine à circuler dans une capitale régionale. Les populations de Bafoussam avaient ils ont toute la légitimité de se soulever, de marcher et de protester contre l'état de leur ville. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Si les anglophones l'ont fait, moi je leur tire le coup du chapeau. Justement, vous proposez l'ouverture du dialogue politique, mais alors, Cyril Sambaka, avec qui va-t-on dialoguer lorsqu'on sait que, dans un premier temps, au départ, les leaders de cette revendication anglophone ont discuté avec des membres du gouvernement et plusieurs de ces réunions ont échoué. Alors, avec qui va-t-on discuter à nouveau si discussion il doit y avoir lieu? Moi, je pense qu'il faut même aller un peu plus loin. Il faut que les chefs de l'État reçoivent ces leaders-là, qui sont reconnus par leur population. Parce que le leader, ça ne s'invente pas. Ils sont reconnus, ils sont les porte-parole de leur population, donc ils continuent le travail. Si on doit avoir apaisement, alors je pense que même Nelson Mandela est sorti de prison, il s'est assis avec les autorités, il est devenu même président de la République par la suite. Donc on ne va rien inventer au Cameroun. Mais ce que je voudrais dire à Maître Lavoisier, c'est que effectivement ce qu'il venait de dire me touche énormément parce que j'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que nous avons en réalité un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds parce que vous ne pouvez pas voir des gens qui connaissent la gouvernance locale, comme la partie anglophone de notre pays, et puis des gens qui connaissent la préfectorale, comme les francophones. Quand un francophone a un problème, il dit « Est-ce que tu connais le ministre? J'ai un problème, si le ministre peut le résoudre. » Quand un anglophone a un problème et qu'il est dans ses droits, il revendique, et si ça ne va pas, il va au tribunal. C'est-à-dire que voilà deux types de raisonnements qui sont différents. Donc nous arrivons à une situation où on est dans un langage de sourds, un peu comme dans une télévision, où on fait le journal, et puis il y a le monsieur qui s'adresse aux sourds et aux muets, n'est-ce pas, aux sourds muets, il fait des gestes, qu'est-ce que vous allez comprendre là-dedans? Donc il faut qu'on revienne un peu au sérieux et que les francophones se disent bien, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce que les anglophones font? Comment est-ce qu'ils ont vécu? C'est pour ça que je vous disais que, comme notre histoire n'est pas écrite, tant que nous n'allons pas écrire notre histoire, et on va continuer à parler de Charlemagne, et bien il va être difficile que nos enfants soient des patriotes, et qu'ils sachent même d'où ils viennent. Il y a l'histoire de Douala Mangabel, il y a l'histoire de Ruben Omiobe, il y a tout cela qui doit pouvoir nous donner un sentiment de Camerounais et de patriotes. On ne le fait pas. Le problème anglophone, beaucoup en parlent aujourd'hui, mais personne. Les enfants là qui ne vont pas à l'école ne connaissent pas cette histoire. Alors il faut que les Camerounais écrivent leur histoire. Ça c'est interpeller tous les historiens, parce que c'est quand on va écrire nous-mêmes notre histoire qu'elle sera une histoire de gloire. L'école doit reprendre si il y a forcément des conditions. Parce que moi je vous ai dit en venant à votre plateau, je ne savais pas qu'on a pris la machette et on a divisé cette affaire. Moi je savais que la loi a dit qu'ils ont cité 2 noms ou 3 noms. Mais les autres, ça veut dire tous les autres, on ne peut pas les citer. Mais si maintenant dans tous les autres, il y a certains et pas d'autres, alors ça pose un certain nombre de problèmes. Et je dis, il ne faut pas prendre le système anglophone sans vraiment chercher leur histoire, sans connaître leur méthode de vie, leur façon de vivre. Nous, ici, là, nous avons encore le système colonial. C'est pour ça qu'ils sont contre la gouvernance. Parce que notre gouvernance aujourd'hui ne tient pas compte des acquis qu'ils avaient de développement local. Justement, cette culture anglo-saxonne dont vous faites mention dans votre analyse a été perceptible au Kenya, où la Cour suprême a invalidé la victoire à l'élection présidentielle de Uhuru Kenyatta après des irrégularités décriées durant le vote. Le scrutin est annulé et une nouvelle élection programmée dans quelques mois. Un fait inédit selon la presse internationale sur le continent africain. Edmond Kamga, vous qui vous occupez de la section internationale à Nouvelle Expression, comment est-ce que cela est arrivé au Kenya? Cette décision de la Cour suprême assez inattendue. Si tu le permets, en quelques secondes, je vais évacuer la question de la crise anglophone en prenant juste un petit exemple, l'exemple de Nelson Mandela qui a négocié avec toute une équipe face au gouvernement de Klerk. Entre 90 et 94, les négociations ont duré pratiquement 4 ans pour démanteler l'apartheid. Donc le Cameroun ne peut pas évoluer sans qu'il y ait une assise nationale pour évacuer ce qui reste de la question anglophone. Et fondamentalement, ce qui reste est politique.
c'est la question de la forme de l'État. Maintenant, en ce qui concerne la question du Kenya, la Cour suprême du Kenya a posé un acte historique, ça il faut le dire. Rarement c'est arrivé en Afrique, si ce n'est la première fois. En tout cas, c'est la première fois au Kenya. Et aujourd'hui, on a le sentiment, quand on lit les articles qui ont été rédigés par la presse internationale sur la question, que le Kenya est en train de lancer un message. Ce n'est pas seulement pour le Kenya, mais c'est pour toute l'Afrique. Parce que souvenez-vous, au Cameroun, on a eu les élections présidentielles du 11 octobre 1992. Le président de la Cour suprême de l'époque s'appelait Dipanda Mwele. Il a prononcé, et je dois le dire ici, les mêmes irrégularités que le président de la Cour suprême du Kenya a prononcé. Il y avait beaucoup d'actes illégaux, beaucoup d'irrégularités. Et puis, au Kenya, on a décidé d'annuler l'élection. C'est pour vous dire que l'élection présidentielle au Cameroun, le 11 octobre 1992, aurait pu être annulée, à défaut de donner au véritable vainqueur sa casquette. Maintenant, au Kenya, aujourd'hui, la Cour suprême a 21 jours pour sortir le jugement final, en tout cas pour expliquer les motivations réelles qui ont permis de prendre cette décision, mais globalement, on sait que c'est à cause des irrégularités, de la fraude, et c'était prévisible. Personnellement, je dis que c'était prévisible à partir du moment où la personne, l'informaticien, le chef informaticien, qui était censé veiller à ce que, n'est-ce pas, le serveur, à ce que toute la machine de la commission électorale ne soit pas victime de ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu des piratages, a été assassiné. Dès lors qu'il avait été assassiné, à une semaine du vote, il fallait s'attendre à tout ce qui est en train d'arriver au Kenya. Sur le rôle de la Cour suprême, Maître Lavoisier-Sapi, dans une élection présidentielle, quel est son rôle pour que l'on comprenne bien le mécanisme qui aboutit à cette invalidation d'une élection présidentielle? La Cour suprême du Kenya ou du Cameroun? Du Kenya, qui joue le rôle de conseil constitutionnel. Oui, la Cour suprême du Kenya a des pleins pouvoirs. C'est elle qui valide tout le processus électoral. Et à la fin, c'est elle qui proclame élu un vainqueur. Nous avons pratiquement le même système au Cameroun, parce que notre Cour suprême, elle a également ce pouvoir-là, en lieu et place du Conseil constitutionnel, qui n'a jamais vu le jour, et vous comprendrez bien pourquoi. Parce que depuis 1992, Edmond l'a révélé, la Cour suprême, le président de la République s'est toujours arrangé que la Cour suprême lui soit loyale. On a commencé par lui donner un budget à part, parce qu'avant 1992, la Cour suprême était une direction du ministère de la Justice. Mais depuis 1992, la Cour suprême est une institution séparée du ministère de la Justice, avec un budget autonome qui est géré par le président de la Cour suprême. C'est dans l'ordre de 4 milliards chaque année. Bon, vous me demanderez à quoi ça sert, puisque tous les magistrats de la Cour suprême sont payés par l'État, alors il reste 4 milliards, qu'est-ce qu'on en fait? Vous comprendrez bien que c'est pour mieux posséder la Cour suprême du Cameroun. Et deuxièmement, le Kenya, ce qui s'est passé au Kenya, je félicite beaucoup les juges qui l'ont fait. C'est une grande leçon que l'Afrique a donnée au monde, et je crois qu'il n'y a pas que du négatif à l'Afrique. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas malheureusement arriver à notre pays. Et pour quelles raisons au Cameroun? Oui, ça ne peut pas arriver. Ce sont des institutions et des hommes forts selon le gouvernement. Non. Déjà, l'organe chargé d'organiser des élections est un organe partisan. Et l'ECAM est constitué à 90% des militants du RDPC, vous le savez. Donc, l'ECAM n'admettrait jamais que les résultats qui arrivent à la Cour suprême soient des résultats défavorables à leur candidat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas d'indépendance du judiciaire au Cameroun. Au Kenya, il y a l'indépendance du judiciaire. Une fois que le président de la Cour suprême du Kenya est nommé et installé, le président de la République n'a aucun pouvoir de l'enlever. C'est des juges inamovibles. C'est calqué sur le système américain. Au Cameroun, on a vu, avant Dipanda Mwele, le président de la Cour suprême qui est arrivé avant Dipanda Mwele, pour peu qu'il ait refusé de faire lire son discours à la présidence, a été relevé de ses fonctions. Et Dipanda Mwele est venu, il a fait ce qu'il a fait. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la Constitution, que le décret qui organise le Conseil supérieur de la magistrature met tous les magistrats du Cameroun sous la coupe de l'exécutif. C'est le président de la République qui recrute les magistrats.
C'est lui qui ordonne qu'on organise le concours. C'est lui qui les forme, c'est lui qui les nomme, c'est lui qui les sanctionne. Donc, la justice camerounaise est entièrement inféodée à l'exécutif. À partir de ce moment, je crois qu'aucun magistrat ne peut courir le risque de faire ce qui s'est passé au Kenya. Justement. Et si vous en doutez, essayez de faire une plainte contre le RDPC. Déposez plainte contre le RDPC. Justement, on a un acteur politique. On a un acteur politique ici sur ce plateau qui a eu justement à concourir pour des élections au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir judiciaire camerounais est verrouillé et que le seul mot de passe, c'est Paul Biya, le président de la République du Cameroun, pour qu'il puisse fonctionner, Cyril Sambaka? Oui, quelle leçon tirer de ces décisions de la Cour suprême? Vous avez dit verrouillé, cadenassé, impuissant. Impuissant. Le pouvoir judiciaire au Cameroun. Impuissant face à un certain nombre de justice, si je dois dire entre guillemets. Parce que la preuve patente, c'est tout simplement le cas Paul Ayabine. Parce que ce haut magistrat qui est à la Cour suprême est kidnappé. Vous avez vu la Cour suprême faire quelque chose? C'est un exemple. Il ne faut pas aller loin pour s'en apercevoir. Donc, ce qui se passe au Kenya, moi je dois dire, on a peut-être insulté Barack Obama, mais il avait raison. Je crois qu'il avait raison de penser que les institutions devaient être fortes. Et aujourd'hui, le Kenya nous le prouve. Quel sera le résultat après la nouvelle élection? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il dit que la Cour suprême s'est affirmée comme un élément, une institution indépendante et forte. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et il y a l'attitude à la fois du président dont l'élection vient d'être invalidée, qui a reconnu la décision de la Cour suprême et a décidé de se relancer dans la bataille. Cette attitude... C'est pour expliquer donc aux gens qui ne comprennent pas un certain nombre de choses. C'est ça qu'on appelle la mentalité anglophone. Vous voyez? Parce que c'est possible. Parce que eux, ils savent ça. C'est dans leur culture. Dans notre culture, c'est un homme. Dieu, un homme. Vous voyez? On va vous dire que vous, Cédric, vous ne pouvez pas... comment votre voix peut compter comme celle de celui qui met encore les caches-sexes. C'est ce qu'on va vous dire du côté francophone. Mais du côté anglophone, on va vous dire, j'ai ce pouvoir, je l'exerce. Vous comprenez? Le maire, c'est qu'il a sa commune, il a des comptes à rendre aux populations de sa commune. S'il travaille mal, on va le dessaisir de cette charge. Donc, à la réalité, chacun joue son rôle à ce moment-là. N'est-ce pas? On n'attend pas. Je pense même que même au tribunal, on m'a dit que le juge attendait parce qu'il y avait des tentations qui se passaient. Vous voyez, ce sont des exemples que nous vivons chaque jour. Ce que nous disons, c'est que si on consacre tout à un homme, comme on le fait aujourd'hui au Cameroun, le pays ne peut pas avancer. Parce que sous cet homme, il y a plusieurs hommes. Et ces hommes ne sont pas toujours de bonne foi. N'est-ce pas? Et vous savez, c'est nous-mêmes qui fabriquons les ordres. Parce que à force de ne pas dire la vérité, à force de ne pas poser les actes qu'on attend de vous, on vous êtes ministre, vous devez prendre vos responsabilités. Si le chef de l'État n'est pas d'accord, il vous démet. Il vous a choisi parce qu'il estime que vous pouvez faire un certain nombre de choses. Mais ici, on dit, on attend les instructions du chef de l'État, sous haute instruction du chef de l'État. Alors si c'est sous haute instruction du chef de l'État, alors le chef de l'État donne de très mauvaises instructions parce que son pays ne marche pas bien. Et à l'approche des élections au Cameroun, le journal Kalara avait titré il y a quelques semaines que Paul Biya maintient certains magistrats en fonction à la Cour suprême, à la présidence de la République et au ministère de la Justice pour préparer sa réélection en 2018. Charles Fongrand, est-ce que vous partagez ce point de vue de Kalara? Le président de la République a prorogé le maintien en fonction pour certains magistrats qui devaient aller en retraite depuis et qui ont bénéficié d'une prorogation de toujours rester en fonction. Est-ce qu'on prépare déjà? Moi je dirais le contraire. Est-ce que cela étonnerait plus d'un? Je crois que c'est tout simplement cela. Mais même si le président de la République décidait de les remplacer, même ceux qui prendraient la place feraient exactement ce que lui voudrait qu'ils fassent. Donc, Maître Lavoisier a là-dessus bien expliqué ici, et suivi également par Cyril Sambaka. J'ai envie de dire, nous avons une justice aux ordres. Et quand la justice aux ordres, on attend ce qui se ressort de la justice
vient de l'exécutif. Moi, j'ai eu la chance d'assister à certains procès. Et avant de prendre les sentences, on voit à chaque fois que les juges se retirent et ils entrent en conciliabule au téléphone. Moi, j'ai assisté dans le cas de Siam Sio et tout. Et à chaque fois, pendant plus de 2 heures, on les entend en train de discuter. Mais avec qui est-ce qu'ils parlent? Vous voyez, les juges une affaire, maintenant, ils font sortir la sentence. En fait, ils discutent, ils attendent des ordres, des instructions qui viennent de très haut. Mais les instructions viennent de qui? Si c'est du ministre de la Justice, le ministre de la Justice les prend également de qui? Donc au Cameroun, on a une justice qui est totalement aux ordres. Il dit le Kenya parle au Cameroun, le Kenya parle à l'Afrique. Mais le Kenya, c'est un pays qui a autant de diversité que le Cameroun. Le pays, j'ai envie que le Cameroun, c'est un peu un exemple du Kenya, un peu un exemple du Kenya. Donc au Kenya, si on a pu s'entendre aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine légitimité. Et la légitimité vient de quoi? Elle vient du consensus. C'est-à-dire que les gens s'asseyent véritablement ensemble, ils décident de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes et pour le pays. Donc c'est ce qu'on attend, on n'a pas de problème anglophone. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas un problème anglophone, il y a un problème Cameroun. Car si on pose les problèmes, on va se rendre compte que les problèmes qui sont soulevés au sud-ouest, dans les mémorandas, on a entendu mémorandum de l'Est, mémorandum du Grand Nord, vous allez vous rendre compte assez souvent, c'est les mêmes problèmes, la malgouvernance, la corruption qui revient, l'injustice à tous les niveaux, au niveau de l'école. Donc, si on ensemble pour devenir le Kenya, c'est possible. Mais pour devenir le Kenya, il faut faire comme ils ont fait. Il faut d'abord qu'on parle tous du même voix, que toutes les forces vives de la nation se retrouvent ensemble, qu'on discute et qu'on a identifié quels sont les problèmes et on pose ces problèmes-là au cours de ce qui peut être considéré comme une tripartite. C'est-à-dire qu'on va d'abord identifier les problèmes. Il y a eu les mémorandas et mémorandas. À chaque fois, vous avez les élites qui vont corrompre et reviennent dire non, il n'y avait pas un problème. Mais en fait, les problèmes là sont là. On essaie de couvrir les problèmes, mais ces problèmes sont là. Mémorandum de l'Est, du Grand Nord, problème anglophone. On peut recenser tout cela et on met tous les canaux autour d'une table, on discute, on en sort avec, j'ai envie de dire ici, le matériau qui va permettre aux Camerounais de devenir, au Cameroun de devenir ce que le Kenya est devenu aujourd'hui, où on compte plus de 4 chefs d'État, où le fils d'un ancien président de la République peut devenir président de la République. Parce que le problème, ce n'est pas être fils, le problème c'est le mérite, le problème c'est la légitimité. Et justement, on arrive déjà en 2018, année électorale charnière au Cameroun concernant des élections municipales, législatives, mais aussi présidentielles et sénatoriales. Maître Lavoisier-Sapi, dans ce contexte où vous avez tout à l'heure critiqué le processus électoral au Cameroun, vous avez relevé les dysfonctionnements du pouvoir judiciaire et la mainmise de l'exécutif sur les différents pouvoirs existants au Cameroun. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut s'attendre à une alternance démocratique en 2018? Je douterais. Je douterais parce que déjà depuis 1992, je défends régulièrement les contentieux électoraux devant la Cour suprême au Cameroun, législatif, municipal, présidentiel, etc. Je suis moi-même un acteur politique pour avoir été élu maire de Bafoussam de 1996 à 2007, même si je n'avais pas bénéficié de la casquette de maire, on m'a remplacé par un délégué de gouvernement, vous connaissez l'histoire. Et à ce jour, je demeure conseiller municipal. J'ai gagné toutes les élections municipales depuis 1996 à ce jour. Donc je suis un acteur politique doublé de ma casquette d'avocat. Je suis également un spécialiste du contentieux électoral. Alors avec cette double lunette pour 2018, comment vous entrevoyez? L'alternance au Cameroun, c'est difficile. Pourquoi? Difficile parce que le processus électoral ne le permet pas. Il est vrai que beaucoup de citoyens ont spéculé sur la candidature unique. Regardez ce qui se passe. Elecam, à mi-chemin, vient de publier les inscriptions. Et on vous dit, le tiers des inscrits, c'est dans le Grand Nord. C'est la réélection de Paul Biya qui se prépare. Sur quoi vous vous basez pour estimer que c'est cela qui se prépare électoral du Grand Nord est acquis forcément au président de la République? Ce n'est pas que c'est acquis au président de la République. Il faut aller vérifier qui est inscrit au Grand Nord. Est-ce que c'est des Camerounais qu'on inscrit en majorité au Grand Nord? Est-ce que c'est eux qui votent? Allez dans le sud, voyez comment les élections se passent dans le sud. Vous avez beau avoir 5 représentants dans les bureaux de vote, le résultat qui sortira de l'urne ne sera jamais ce qui est sorti. Le résultat qui sera sur le procès verbal ne sera jamais le reflet de ce qui est sorti des urnes. Donc nous avons au Cameroun un système qui fait en sorte que la fraude électorale, la répression policière, militaire, militaro-policière, fait en sorte que jamais vous n'aurez le résultat qui sort de l'urne. En plus de ce que vous avez des agents électoraux zélés
militants du parti au pouvoir. Tout cela combiné fait que, même si l'opposition se retrouvait aujourd'hui avec un candidat unique, le pouvoir trouverait toujours une manière de frustrer ce candidat et de faire qu'il ne gagne pas. Justement, il y a une opération 11 millions d'inscrits qui a été lancée cette année 2017. Et à côté, il y a ceux qui pensent, Seri Sambaka, que le processus électoral au Cameroun est bloqué et ne permettrait pas, quel que soit le nombre d'inscrits sur les listes électorales, de pouvoir amorcer ce changement démocratique. Quel est votre point de vue à ce sujet? Mon point de vue est simple, n'est-ce pas? Depuis le processus électoral au Cameroun, nous avons vu ONEL et les CAM et tout ça défiler. La volonté de tricher a toujours existé, elle est manifeste, elle se manifeste tous les jours. Vous avez vu jusqu'à la Cour suprême. Néanmoins, ce qu'on doit dire, c'est qu'en politique, quand on ne peut pas faire le bon, on fait la politique des petits pas. On avance. On avance, on avance. Parce que de quoi est fait demain? Demain est fait des Camerounais qui sont de bons citoyens. Un bon citoyen, n'est-ce pas, c'est celui qui s'est inscrit et qui a sa carte d'électeur. Parce qu'à tout moment, le travail des politiques peut porter et certaines choses peuvent basculer. On peut bâtir des stratégies à partir d'une masse critique. Alors si les Camerounais ne sont pas chacun détenteur de sa carte d'électeur, ça pose un certain nombre de problèmes à la fin. Parce que si vous réussissez à obtenir ce que vous voulez et que vous n'avez pas d'inscrits, ça pose un autre gros problème. Donc, c'est les deux choses qui sont importantes. Le changement du processus électoral, l'inscription sur les listes électorales. C'est pour ça que moi, personnellement, je salue toutes les inscriptions sur les listes électorales parce que ça va permettre à ce pouvoir de savoir que si on ne fait pas attention, avec 11 millions, avec 15 millions de Camerounais inscrits, on aura du mal à gouverner. Justement, Edmond Kamgia, sur cette question relative au processus électoral, l'opération 11 millions d'inscrits, on attend à présent les chiffres officiels de l'ECAM pour savoir combien de nouveaux inscrits, bien sûr, ont été identifiés, répertoriés dans le fichier électoral. Mais le frémissement n'est pas aussi important que ça sur le plan des statistiques, selon les informations qui nous parviennent à l'instant. Comment entrevoyez-vous cette année 2018 au Cameroun? Même s'il n'y a pas ce frémissement, je pense qu'il faut poursuivre la mobilisation. Il y a encore une dernière possibilité, parce qu'en 2018, on va rouvrir encore les listes électorales du 1er janvier au 31 août. C'est vrai que les sénatoriales vont probablement intervenir au mois d'avril. Donc il faudrait que très rapidement, à compter de janvier 2018, que les gens qui ne sont pas encore inscrits, qui ont atteint l'âge électoral, aillent s'inscrire, qui se mobilisent davantage. Donc je partage toutes les initiatives qui vont dans le sens d'augmenter le nombre des inscrits, que ce soit 11 millions, que ce soit 15 millions ou davantage. Mais aussi, j'invite les partis politiques à accélérer le combat sur la nécessité de redébattre encore sur le code électoral, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des dispositions qui font problème encore jusqu'à ce jour. Et il n'est même pas normal que nous n'ayons pas la possibilité d'avoir des candidatures indépendantes sans condition. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut mener un combat politique, il est plutôt tenté à passer par un parti politique, alors que parfois, en passant par un parti politique, il ne peut pas atteindre l'objectif qu'il recherche. Aujourd'hui, pour être candidat à l'élection présidentielle, si vous voulez être candidat indépendant, il vous faut 300 signatures, dont 30 par région. Et ce n'est pas évident d'avoir ces signatures. Il faut casser ces barrières-là. Comme on l'a vu, que ce soit en Centrafrique, dans d'autres pays, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, on peut facilement être candidat indépendant pour la présidentielle, pour les législatives. Et ce ne serait que de bon ton. Et sur les autres dispositions concernant la loi électorale, je pense qu'il est temps aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi les partis de l'opposition semblent avoir abandonné ce combat. Il faut bien un scrutin à deux tours, que ce soit pour les législatives, que ce soit pour la présidentielle. Mais vous n'en parlez plus. Justement, au-delà de ces revendications concernant la révision du code électoral pour un scrutin à deux tours, Charles Fongan, il y a le problème du calendrier électoral dont le président n'en fait pas mention durant toute cette année qui est en train de s'achever. Le président de la République a les yeux rivés sur la CAN 2019. Il a dit à plusieurs reprises, sans parler de l'année 2018. Alors, est-ce qu'il faut être attentif? J'ai envie de dire qu'on en est un peu habitué, au point où on a beau crier, on a l'impression qu'il est seul, qu'il tient seul les cartes. On commence même ici, on peut crier calendrier électoral, mais il ne donnerait ce calendrier qu'à la fin. C'est pour ça que je pense que tous les initiatives qui sont prises, que ce soit les inscriptions, c'est une très bonne chose. Motivation du code électoral. Mais si tous les Camerounais se mobilisent, moi je suis militant du Malidé, mais chez nous on dit
Tout dépend de vous. Si les Camerounais le veulent, ça peut changer. Il y a le rapport de force. On a vu en Tunisie, Zine El Abidine gagner des élections à plus de 93%, mais moins de 6 mois plus tard, était parti du pouvoir. On a vu en Égypte, dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que s'il y a une mobilisation, si les gens savent exactement ce qu'ils veulent, les choses peuvent changer. Même Elekam qui est là, même avec ces Elekam, ils peuvent gagner les élections, non? Le problème, c'est la mobilisation, que les Camerounais intègrent que le changement dépend d'eux-mêmes et de l'engagement, de leur engagement. Et s'ils s'engagent, tout cela va changer. Aujourd'hui, toutes les années sont bonnes, mais comme je dis, même avec Elekam, même sans forcément avoir gagné, bon, je ne sais pas. Je ne veux pas pousser au bouchon trop loin. Il dit, si les Camerounais s'engagent, s'ils le veulent, s'il y a un rapport de force qui est favorable aux Camerounais et pas à celui-là qui gouverne, ceux qui gouvernent à Yaoundé, les choses vont changer. Merci Charles Fongan, journaliste, je le rappelle. Également présent sur ce plateau, Maître Lavoisier Sapi, avocat. Vous défendez ces personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Vous êtes également un cadre politique du SDF. Présent également sur ce plateau, le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka. Merci d'être venu sur Droit de réponse. Edmond Kamgia, consultant sur Droit de réponse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche sur Equinox Télévision.